Bonjour Gauthier Chapelle, merci d'être venu à Lyon au Salon Prime Vert. Vous êtes cofondateur de l'association Biomimicry. Pouvez-vous commencer par définir ce qu'est le biomimétisme? Oui, le biomimétisme, strictement, c'est s'inspirer du vivant pour développer des applications humaines. Mais celui qui nous intéresse à Biomimicry Europa, plus spécifiquement, c'est celui qui va nous permettre de développer des applications humaines qui vont nous amener vers plus de durabilité. Donc ça part vraiment de cette idée très basique que toutes les autres espèces qui nous entourent maîtrisent leur durabilité, c'est pour ça qu'elles sont encore là. Et donc à partir de là, on a nos maîtres autour de nous pour apprendre nous à être durables, puisqu'on sait qu'on est un peu mal engagé à ce niveau-là. Et vous avez déjà des exemples d'applications de biomimétisme? Oui, la question tout de suite, c'est de savoir si c'est du biomimétisme qui est suffisant, mais c'est en tout cas toujours des premiers pas. Classiquement, on distingue la forme, les procédés, les écosystèmes. La forme, des exemples de biomimétisme de forme, on entend souvent parler de ce de train à grande vitesse au Japon qui passait dans beaucoup de lignes avec des tunnels et qui a amélioré largement ses performances en reprenant la forme du bec d'un martin pêcheur qui lui aussi passe brutalement dans un milieu plus dense. Mais donc c'est à la fois un progrès puisque ce train consomme moins et donc a besoin de moins de combustible fossile à la base pour faire l'électricité qu'il consomme. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on peut faire des TGV tout autour du globe pour 7 milliards d'habitants. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, je vais donner au niveau des matériaux. Les éponges font de la fibre optique à température ambiante depuis des milliers d'années. Nous la faisons à plusieurs centaines de degrés et depuis quelques années, un laboratoire allemand a été capable de reproduire le procédé des éponges. Donc au moins en laboratoire, c'est faisable. On peut donc faire nos matériaux comme les éponges avec des dépenses énergétiques bien moindres. Et puis enfin, l'exemple que je donnerai pour le niveau écosystémique, où là c'est moins technologique, c'est plus de voir comment les relations des espèces entre elles peuvent nous inspirer pour faire du durable. En fait, je vais juste me référer à la permaculture qui très officiellement reproduit les modes de relation et notamment de complémentarité entre espèces des forêts par exemple, pour développer une agriculture qui soit beaucoup plus proche du fonctionnement des écosystèmes. Vous expliquez dans le biomimétisme et dans les différents ouvrages que vous avez travaillé que la nature, dans cette transformation chimique, cherche à optimiser, pas à maximiser. Ça implique quel changement dans nos fonctionnements humains? Typiquement, ça implique justement d'avoir une vision plus systémique des choses et peut-être de poser les bonnes questions. Je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, quand un ingénieur doit travailler sur un panneau solaire, on lui demande de maximiser la part de rayonnement solaire qui va être convertie en électricité, comme si c'était un problème de manque de surface. Le vivant qui a été confronté à la même problématique, puisqu'il emploie lui aussi le rayonnement solaire, les plantes qui poussent emploient le rayonnement solaire, ont optimisé en développant des panneaux solaires, les feuilles, qui non seulement font cette conversion, mais qui doivent aussi transpirer, qui doivent aussi se protéger des prédateurs, qui ont du coup un rôle aussi dans la gestion de l'eau, de la température. Et donc c'est en optimisant toutes ces fonctions qu'elles sont arrivées à une feuille plutôt qu'à un panneau solaire de silicium produit à des centaines de degrés. Et ça veut dire que c'est un changement de paradigme au niveau économique alors? Oui, et technologique et économique, oui, parce que ça veut dire qu'effectivement les règles de l'économie pour l'instant ne prennent pas en compte nécessairement ce caractère systémique et notamment ne prennent pas en compte l'importance de la compatibilité avec le reste de la planète. Actuellement, si vous faites avec des normes environnementales ou sociales d'ailleurs basses, vous êtes récompensé économiquement et si vous faites avec des normes qui soutiennent le vivant, et bien là vous êtes pénalisé. C'est ce qui fait toute la discussion qu'on a par exemple sur l'agriculture bio qui est plus chère que l'agriculture classique. L'agriculture classique destructrice est favorisée économiquement par rapport à une agriculture respectueuse des sols, de la biodiversité, de l'eau et de l'agriculteur et du consommateur qui du coup est plus cher. Donc là il y a un problème. Mais comment on arrive à inculquer le biomimétisme dans la tête des chefs d'entreprise aujourd'hui en France, en Europe, en Belgique, dans le monde? Ça, je dirais que c'est pas évident parce qu'on a un autre problème propre à notre culture qui est le cloisonnement justement des disciplines. Je dirais que c'est notamment par des interventions ponctuelles, parce qu'une intervention ponctuelle peut parfois suffire pour tout d'un coup regarder les choses autrement. Et puis par ailleurs, il y a maintenant quand même une organisation qui se met en place là autour. Je vais citer le CBIOS
qui est le Centre européen d'expertise en biomimétisme, qui est maintenant son siège à Senlis, et qui s'adresse très clairement aux entrepreneurs, et donc je dirais dans un travail de sensibilisation et de conversion des entrepreneurs. Mais ils sont réceptifs à ce discours, à cette approche différente? Ça vient, à mon avis, beaucoup trop doucement, et notamment beaucoup trop doucement par rapport au rythme des contraintes qui s'accumulent. Mais ça vient. Voilà, je n'ai pas envie de donner un discours très optimiste là-dessus, parce qu'honnêtement, je trouve que ça va trop lentement. D'autant que même les gros qui viennent, ils viennent quand même, je dirais, du bout des lèvres. Ils viennent par intérêt intellectuel, intérêt économique? Non, il y a parfois aussi de l'intérêt économique. Si vous regardez par exemple le traitement de l'eau, on l'a fait de façon chimique pendant longtemps. Maintenant, on a compris que le traitement de l'eau par lagunage avait un vrai potentiel, y compris économique. Après, il y a d'autres personnes qui se posent la question en disant du temps où on rejetait des eaux qui n'étaient polluées qu'organiquement dans des marais, il n'y avait pas besoin qu'on mette un groupe Veolia autour pour nous vendre le service, quoi. Donc ça pose d'autres questions aussi par ailleurs, mais ça a un intérêt économique pour l'instant. On fait du lagunage à grande échelle maintenant de plus en plus dans le monde entier. Donc voilà, ce type d'approche peut... Mais avec cette approche, le groupe justement que vous venez de citer risque de perdre des intérêts financiers, économiques en fait? Non, parce qu'il faut justement des stations de lagunage, il faut aussi les créer. On peut être Veolia et faire du traitement biologique plutôt que du traitement chimique. C'est pas incompatible? Non, c'est pas incompatible. Maintenant, est-ce que le modèle économique qui va avec est forcément vertueux? Ça, c'est une question plus vaste, un peu dur à traiter en 2 minutes. Mais par contre, de ce côté-là, c'est déjà ça de prix, on va dire. Biomimétisme, économie symbiotique, économie bleue, économie circulaire. Est-ce qu'il ne serait pas le temps de converger vers une économie qu'on qualifierait du nom que vous voulez? Est-ce que ça se disperse un peu au niveau de l'économie circulaire là? Mais je pense que c'est très vivant justement. Moi je trouve que c'est pas nécessairement négatif, parce que le vivant fonctionne par essai-erreur. C'est des écosystèmes dans lesquels il y a des cross-pollinisations. Tous les termes que vous venez de citer, moi je connais à peu près tous les acteurs qui sont là-dedans, ce qui est bon signe, parce qu'on se rencontre, on discute, on partage, on n'est pas d'accord sur tout, mais donc ça fait des voix différentes, et c'est parce qu'on va faire plein de voix différentes et pas une voix monolithique qui aurait la prétention de tout régler, que je pense qu'on va se faufiler dans les difficultés qui nous attendent. D'accord, vous avez parlé au début de la durabilité, de l'objectif du biomimétisme. Vous avez travaillé aussi sur l'effondrement du système. Oui. Est-ce que vous êtes aujourd'hui fort de toutes ces expériences, plutôt optimiste ou pessimiste par rapport à cet effondrement que vous avez théorisé? Alors je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis lucide. Ce que je dis avec certains de mes amis, et il y en a de plus en plus, c'est que la sortie du pétrole, d'abord, elle nous est demandée par le groupe d'études du climat, par le GIEC. Par ailleurs, on la prépare extrêmement mal. Le chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est que depuis que le processus de Kyoto a démarré, on émet 60% de plus, donc on n'est pas vraiment sur la bonne voie. Et donc notre souci, c'est que la sortie du pétrole, comme on la prépare mal, risque d'être brutale. Tout ce qui dépend du pétrole dans cette société n'est pas nécessairement préparé. Je vais donner un exemple conforme ici au Salon Primaire, c'est l'agriculture. On sait tous ça. Il n'y a toujours pas de programme officiellement pour développer une agriculture sans pétrole. Il y a des initiatives individuelles, mais il n'y a pas de programme dessus. Et donc, comme on ne s'y prépare pas, la sortie risque d'être brutale, mais en même temps, alors encore une fois, dans les forêts, une forêt qui brûle, c'est un événement brutal, mais une forêt est conçue pour après refaire pousser derrière l'incendie. Et nous, ce qu'on essaye de préparer modestement, c'est la culture de l'entraide nécessaire, et c'est l'autre bouquin qu'on a écrit, L'entraide, l'autre loi de la jungle, pour, comme toutes les autres espèces et comme l'espèce humaine aussi, s'appuyer sur le fait que la pénurie encourage la coopération. Et donc sortir de notre culture de la compétition qui nous dit le contraire, et nous préparer les réseaux d'entraide, qui fera que quand les décrochages commenceront à devenir brutaux, et n'oublions pas qu'ils sont déjà brutaux ailleurs dans le monde, eh bien qu'on puisse avoir des réflexes d'entraide plutôt que des réflexes de chacun pour soi. Et justement, vous avez signé un livre avec Pablo Servigne sur la coopération. Comment on passe de la culture de la compétition à la coopération? Parce que ça, c'est un changement de paradigme total. Déjà, on peut changer en changeant nos systèmes éducatifs. Nos systèmes éducatifs, pendant 15 ans, non seulement nous récompensent la compétition, mais punissent la coopération. Ça s'appelle de la triche. Quand vous faites de la coopération à l'école, on appelle ça de la triche. Et après, quand vous êtes dans votre boulot, vous êtes prié de demander au voisin qui sait mieux que vous
quand il peut vous aider. Quand vous faites ça à l'école, ça ne va pas. Donc il y a toute une question d'éducation. Les conditions de l'entraide, il y en a deux qui sont vraiment importantes et qui nous font réfléchir par rapport à notre société actuelle. C'est d'abord d'avoir de la confiance. Et donc interrogeons-nous, est-ce que les conditions de travail dans nos organisations, qu'elles soient privées comme publiques actuelles, nourrissent la confiance? Est-ce que vous avez vraiment confiance de raconter même des histoires personnelles et privées à votre voisin de bureau? Parfois oui, hein, et parfois non. Et qu'est-ce qui crée éventuellement les bases de cette confiance? Et un autre terme important, c'est le sentiment d'équité. Et on sait qu'on est dans une société où l'inéquité ne fait que croître. Et donc, tant qu'on ne retravaille pas cette question de l'équité, on ne se donne pas les bonnes conditions pour développer l'entraide, parmi d'autres. D'accord. Et juste pour finir sur cette théorie de l'effondrement, quel est le pilier sur lequel les gens qui nous regardent devraient travailler en priorité justement pour éviter cet effondrement? Mais la question, moi je ne sais pas s'il faut éviter l'effondrement, parce qu'on a besoin de l'effondrement. On a besoin que le thermo-industriel et le pétrole... Mais on n'a pas besoin que ça s'effondre, mais on a besoin que ça s'arrête. Et comme on a du mal à faire suivre tout le système pour que ça s'arrête avec une pente raisonnable et douce, du coup, ça risque de passer par un effondrement. Mais par contre, que ça s'arrête, on voit bien que ça doit s'arrêter. Sinon, on va mettre la planète complètement à feu et à sang. Il suffit d'aller voir tous les indicateurs qui montent en exponentiel et qui se rapprochent de plus en plus de la verticale. On doit s'arrêter. Et je vais prendre un exemple. Refaire 1 milliard de voitures électriques, ça fera autant de mines de cuivre et de mines de lithium et de mines de terres rares qui vont détruire autour d'elles des communautés et des environnements. Donc, on doit absolument se calmer. Maintenant, comment on peut le faire? Je pense que la première chose à faire pour créer ces réseaux de ce que nous on appelle les îlots de résilience, c'est de créer justement ces tribus au sens large du terme, de personnes avec qui on se met en confiance et sur lesquelles on sait qu'on pourra s'appuyer quand on va rentrer dans des périodes de pénurie, et que quand on aura des coupures d'eau ou d'électricité, parce que ça viendra un jour, on puisse savoir déjà avec qui on va travailler pour mettre des solutions en place pour passer les moments difficiles. Donc la solution est locale? Elle est d'abord locale, et en même temps le local reste interconnecté, même si, et ça moi je le dis à mes enfants depuis qu'ils sont en âge de le comprendre, apprenez aussi à développer vos résiliences sans Internet. Utilisons Internet tant qu'il est là et valide pour le faire, mais de savoir qu'un jour, il suffit d'une coupure d'électricité, qu'elle soit volontaire ou involontaire, avec un pouvoir en place éventuellement qui prend le mort aux dents, pour qu'on se retrouve coupé des moyens de le faire, de nos réflexes de le faire. Donc je vais vous dire une anecdote qui est vraiment drôle. Dans nos réseaux où on travaille cette question de la résilience et de l'effondrement, la première chose qu'on a commencé à faire, c'est de récupérer nos adresses postales les uns des autres. Parce que sinon, le jour où Internet se coupe, on ne sait même plus où on habite les uns les autres. C'est aussi basique que ça. Ça veut dire qu'il faut appréhender un exode rural? Enfin, à l'inverse, plutôt un retour à la ruralité? Oui, un retour à la ruralité. Bon, il faut... Oui, j'ai envie de dire oui. D'ailleurs, nous, on est beaucoup à le préparer, je ne le cache pas. Oui, parce qu'une ville très concentrée, avec 3 jours sans courant et sans carburant, c'est la catastrophe. On sait que la grande distribution a 3 jours de réserve. Donc, coupure simultanée de courant et de carburant en quelques semaines, en ville, la situation peut vite être compliquée et difficile. Donc, quitter les toutes grandes villes, en tout cas, et connecter un maximum, comme ça se faisait il n'y a pas si longtemps. Avant, les villes étaient nourries par une ceinture maraîchère. On peut faire ça sans courant et sans carburant, mais il n'y a plus de chevaux, et il n'y a plus de charrettes. Donc, pour finir sur une note positive, il faut apprendre à être autonome rapidement? Oui, autonome et interdépendant. Autonome, ça ne veut pas dire couper les uns des autres. Autonome Oui, absolument. Et interdépendant, oui, je pense. Et de toute façon, ça nous exerce à l'entraide. Et l'entraide, ça marche aussi quand on est toujours connecté et que le système, la méga machine tourne toujours. Donc, il faut faire des choses intéressantes aujourd'hui et qui fonctionneront demain. Merci Gauthier. Avec plaisir. Bientôt. À bientôt.